Bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, les vacances de Pâques, les vacances au pays pour la plupart d'entre vous parce que c'est moins cher et c'est aussi bien. Alors on se gave de plage, le plus souvent dans le sud de l'île, soleil et bain de mer en attendant de recommencer dès le lendemain, peut-être. Et qui dit Pâques dit crabe à l'horizon, avec une concurrence féroce cette année encore entre les pinces d'ici et les pinces d'ailleurs, entre les crabes de terre de Martinique et les crabes congelés de Madagascar. Alors faites votre choix. Et puis le rhum martiniquais qui intéresse de plus en plus Pékin, des acheteurs chinois sont en ce moment en Martinique où ils visitent des distilleries à l'invitation de la Chambre de commerce qui lorgne sur ce lointain marché. En politique, la grogne à l'UMP après le vote la semaine dernière de Fred Michel Thirault lors de l'élection du président de l'Espace Sud. Il avait opté pour Eugène Larcher, un choix qui mal accepté par certains militants mécontents. Enfin, quelques jours des Carifta Games qui démarrent, vous le savez, vendredi au stade Pierre-Aliquer. Nous vous proposons à partir de ce soir une série de dossiers sur cette compétition qui réunit les meilleurs athlètes caribéens de moins de 20 ans. Quand on a un petit budget pour les congés scolaires qu'on ne peut pas s'envoler loin d'ici, la meilleure des choses qu'on puisse se payer pour presque rien, ça reste encore la mer. C'est ce qu'ont fait beaucoup d'entre vous pour ce premier jour des vacances. Un petit plongeon vite fait dans l'eau et ça donne l'impression de voyager puisqu'on quitte forcément la terre ferme. D'ailleurs, les plages ont été prises d'assaut dès ce matin, en particulier dans le sud. Le reportage de Peggy Pinel-Ferréol et Thierry Maisonneuve. Lézarder sur la plage, pourquoi s'en priver? Vacances oblige, du centre au sud de la Martinique, bikini et shorts de bain sont de sortie. Au plus près, en voiture ou par voie maritime, tous les chemins mènent à la mer. Plage, faire les enfants sortir le plus souvent. Des petites animations, faire sortir le soir, aller à l'école, chez le cher, un petit peu partout, les faire bouger. Mais je fais pas de camping, c'est pas trop mon truc, à cause des moustiques. De m'amuser avec mes cousins, d'aller à la plage, à Montgolfield et... On aurait peut-être pris une petite maison de vacances, mais bon, pour l'instant on peut pas, donc on vient à la plage et puis peut-être chez ma amie après. Et malgré cette ambiance de farniente, certains studieux pensent déjà à la reprise. J'ai prévu au début de me détendre un peu et ensuite de réviser. Parce que les examens, ça arrive à grands pas et donc il faut se préparer. C'est important de travailler pendant les vacances aussi? Oui, parce qu'on a donné du travail d'école à faire. Par choix ou par manque de moyens, la Martinique reste une alternative très économique pour ses vacances. Les voyages, c'est réservé pour les grandes vacances, pour aller voir mes enfants, petits-enfants là-bas, en métropole. Mais pour là, c'est la mer, c'est la plage. J'ai vécu en France, ça fait un an que je suis ici, l'eau de mer me manquait. Donc voilà pourquoi je suis reparti. Je préfère rester ici et puis c'est mieux. Il y a le côté financier, je ne vous cacherai pas. Hein. Et puis voilà, moi ça, j'en ai déjà plein les yeux, ça me suffit. Mais les congés au pays ont tout de même un coût, que chacun évalue en fonction de ses priorités. 100 € par semaine, ça va, ça ira. Il faut compter quand même 150 € pour le budget de Pâques. Ça va pas dépasser 200 €, je pense. Pas de budget. On fait selon ce qu'on a, donc après, on gère. Profiter des choses simples de la vie, une option efficace pour de meilleures vacances, les pieds dans l'eau. Et puis il y a tous ceux qui se frottent les mains car c'est bientôt la fête aux crabes. Oui, mais quels crabes dans nos assiettes? Les crabes de terre de Martinique ou les crabes congelés de Madagascar qu'on importe à tour de bras? Les premiers sont-ils meilleurs que les seconds ou les seconds ont-ils plus de succès que les premiers? La réponse avec ce reportage de Dominique Legros et Michel Joseph. Ici, le stock est réapprovisionné plusieurs fois dans la journée. Le crabe congelé de Madagascar semble avoir enfin gagné la confiance des Martiniquais. Oui, c'est très bon, il y a beaucoup de chair à l'intérieur, c'est bon. Congelé, oui. C'est bon, oui, les crabes, ils ont beaucoup de chair là-dedans. Mais je préfère, ça n'a pas le même goût que le crabe de notre pays. La peur de l'inconnu et l'attachement aux crabes de terre martiniquais étaient les principales raisons du manque d'intérêt pour les crabes de Madagascar, pourtant les plus prisés au monde. Une dizaine d'années plus tard, la tendance semble s'inverser. Il y a pratiquement une précommande d'environ 2500 crabes, mais ça peut tourner aux environs de 3500, ça peut être 4000 crabes aussi. Hein. Ils sont tous vendus? Ils sont tous vendus. 5 € le sachet d'1 kilo de crabes congelés,
2,50 € en moyenne le crabe vivant de 7 cm, taille réglementaire minimum. Il est clair que pour les plus démunis, le choix est vite fait. Mais reste encore le souci de la traçabilité du crustacé. Depuis quelques années, les crabes subissent aussi les ravages dus aux pesticides. Toute la baie de Fort-de-France est interdite à la pêche au crabe. Dès le départ de ce crabe de Madagascar, il y a un contrôle successif jusqu'à l'arrivée de la marchandise ici. Je n'ai jamais eu de problème sur les livraisons de crabes de Madagascar dans ce magasin. Crabe de Madagascar, crabe de Martinique, sachez que la capture, la vente et l'achat de crabes sont réglementés. Les ratières sont autorisées entre le 15 février et le 15 juillet. La tradition encore avec les acras de cette semaine pascale. Il y a ceux qui en avalent tous les jours et ceux qui les réservent uniquement pour le vendredi saint. Seule petite contrariété cette année, les ingrédients coûtent cher et en particulier un légume racine qu'on appelle le choudi. Irène Hémonide, Jacques Delblond. Sur cette table, 2 légumes racines, l'un chou caraïbe, l'autre communément appelé choudi ou chou dur. Un légume pays, jadis consommé régulièrement. Tous les jours, comme j'ai choudi. Puisque choudi pas qu'à finir acheter avant. Mais actuellement, c'est 3-4 pieds choudi, c'est pour ce qu'on a demandé en fortune pour un kilo chou. Un chou de moins en moins cultivé et forcément de plus en plus cher, 5 € le kilo, voire 6 € cette année. Comment ça? C'est la qualité. Mais tu peux pas manger ça? Mais oui, Dodo. Mais fais un petit coup pour nous. Le petit coup, je le fais sur la balance. Il y a beaucoup de maladies dans les choux, dans l'exploitant, qui a moins de choux. Donc le prix, ça augmente. C'est par rapport à ça. J'ai trouvé que c'était bon pour 4 €. Mais là, il me dit 5, c'est ça, 5 €. 5 €. Je trouve qu'il exagère un petit peu, il ne peut pas baisser le prix. L'été avec du persil, si j'achète un paquet, j'arrive à faire quand même un gros plat d'acra. Mais pour moi, celles qui sont importantes, c'est les choux. C'est plus cher, oui. Ça vient cher si vous voulez, mais bon, ça va rader quand même faire. Hein. Ah ouais, ça joue pour ça, il faut faire vous-même. Un légume racine pour le goût, mais aussi pour le côté craquant des acras des jours saints. Mais quand le porte-monnaie fait grise mine, les carottes, giromons, Christophine d'Achine, voire même pommes de terre font l'affaire dans la pâte à acra. Les rhums martiniquais aux portes de l'Asie. Depuis ce matin, 7 acheteurs potentiels de Shanghai, Hong Kong et Pékin sont en visite chez nous. Ils vont faire pendant 3 jours le chemin des distilleries, une opération organisée par la Chambre de commerce qui veut aider la production locale à conquérir de nouveaux marchés. Le reportage à Makuba de Stéphanie Octavia et Guillaume Fraissinet. Expliquer le processus de fabrication du rhum à 7 acheteurs venus de Singapour et de Chine n'est pas chose facile. Dans un anglais hésitant mais clair, le directeur de l'usine mène la discussion. Pour la distillerie, les enjeux de cette rencontre, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, sont importants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 70% de nos rhums sont exportés, principalement vers la métropole et l'Europe. Et le marché asiatique est un marché qui est très très intéressant. Ce sont de gros consommateurs de cognac et de spiritueux haut de gamme. C'est pour ça que nous avons trouvé un intérêt pour les distilleries martiniquaises de pouvoir se développer un peu plus là-bas et apporter notre pierre à l'édifice en faisant venir des acheteurs asiatiques. Pour l'instant, les rhums martiniquais sont présents de manière très confidentielle sur le marché asiatique, avec de tout petits volumes. On est au début du commencement de la distribution du rhum et notamment du rhum agricole. N'oubliez pas que le rhum agricole pèse 2% de la production mondiale, donc on n'existe pas sur l'univers de la planète rhum. Et donc notre challenge, c'est de venir proposer de nouveaux produits de haute qualité. Les acheteurs potentiels sont déjà séduits par l'exotisme de la Martinique et aussi désormais par nos rhums agricoles, labellisés AOC. Leur préférence va aux rhums les plus vieux, les plus prestigieux. Nous avons parlé du terroir. J'aime ces endroits parce que la matière première est la canne à sucre. Et je connais la différence entre les rhums martiniquais et les autres maintenant. Je possède un établissement, un bar, où on a à peu près 1500 références de whisky. On a une petite centaine de références de rhum. On a une société de distribution à Taïwan aussi. Donc l'idée, c'est étant français et moins en Asie, c'est de promouvoir un peu surtout les rhums français et principalement les rhums de Martinique. En ce moment, je fais seulement des whiskies d'Écosse
mais mes clients sont bien intéressés des autres spiritueux, quand même les spiritueux brown, comme le rhum, le cognac. Jusqu'à mercredi, la délégation asiatique fera la tournée des distilleries martiniquaises. À la clé, la promotion de la destination Martinique, mais surtout de nouveaux marchés pour nos rhums. Singapour et la Chine représentent près de 2 milliards d'habitants. On en vient à la politique. La position de Fred Michel Thirault lors de l'élection du président de l'Espace Sud a créé quelques crispations à droite. Le maire du Saint-Esprit avait en effet voté pour Eugène Larcher, un choix inattendu alors que ce dernier était opposé à André Le Sueur. Fred Michel Thirault devra s'expliquer devant des militants mécontents. Alain Livory, Jacques Delblon. L'histoire avait pourtant bien commencé. Le 6 avril dernier, Sylvia Saïsoutane passe l'écharpe à Fred Michel Thirault lors de l'installation du conseil municipal de Saint-Esprit. Dans la salle, André Le Sueur est présent. Même si les choses ont parfois été tendues entre les deux hommes, on pense que la réconciliation FMP-UMP est en marche. Mais ça, c'était avant l'élection du président de l'Espace Sud. Le 10 avril dernier, Eugène Larcher retrouve son siège de président de la communauté d'agglomération du Sud, notamment avec le soutien de Fred Michel Thirault. Et patatras, tout s'effondre à droite. À Rivière-Salée, même avec de l'eau, la pilule a du mal à passer. Dans le camp Le Sueur, on est furieux. L'heure de la réconciliation n'a pas sonné. Certains militants UMP ne comprennent pas non plus la position de leur chef. C'est le cas de Johan Godou, candidat UMP au Lamentin. Il a remis son mandat de responsable des jeunes du parti. Une décision qui, dit-il, n'a rien à voir avec la position de Fred Michel Thirault, mais il ne la cautionne pas. Je ne sais pas quelle est la stratégie qui est envisagée par ce geste. Moi, ce que je dis, c'est que Johan Godou et les Jeunes Populaires, version 2010-2014, n'auraient jamais pris une position comme celle-là. Et dans le cadre de l'union des forces de droite et du centre pour la collectivité unique, nous disons clairement que s'il n'y a pas une union de toutes les forces de droite et du centre, dès maintenant, cette collectivité unique, nous serons présents sur aucune liste pour la collectivité unique. À la tête du parti, on tente d'expliquer cette position. Pas de raison d'être choqué. Il n'y a pas de trahison. Il y a des enjeux aujourd'hui auxquels nous devons faire face. Enjeux face à la crise économique. Et maintenant, il y a des positionnements qui se prennent, qui se font pour pouvoir passer le cap de cette crise. L'alliance RDM, MIM, PPM, UMP, ça ne vous choque pas? Rien ne me choque dès lors que ce sont des élus qui veulent travailler pour leur pays. Je ne suis pas choqué qu'il y ait des alliances. Une alliance UMP, PPM, MIM et RDM qui n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. Mais aujourd'hui, à un an des élections pour la collectivité unique, la droite a-t-elle vraiment le choix? Peut-elle encore compter sur ses propres forces ou doit-elle passer des alliances? En tout cas, Fred Michel Thirault devra expliquer son vote à l'Espace Sud demain lors d'un bureau de l'UMP. Le virus du chikungunya s'étend dans la zone Caraïbe après Sainte-Lucie. Récemment, l'épidémie a gagné la République dominicaine. Un premier foyer a été confirmé par les autorités sanitaires qui ont lancé une campagne d'information et de prévention. Les précisions de Michel Jean. C'est dans la province de San Cristobal, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Santo Domingo, que les premiers cas de chikungunya ont été enregistrés. Des tests réalisés aux États-Unis ont confirmé la semaine dernière la présence du virus, suscitant un vent de panique au sein de la population. Les hôpitaux de la zone ne désemplissent pas. À ENA, plus d'une centaine de patients défilent chaque jour en consultation. Arrivent ici plus de 100 patients avec de la fièvre. Avec les symptômes, douleurs articulaires et forte fièvre qui dépassent les 39 degrés jusqu'à 40 degrés. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Nous sommes face à une maladie de faible mortalité. Face à ce virus inconnu de la majorité de la population, le ministère de la Santé a dû lancer une vaste campagne d'information et de prévention. Préciser que le chikungunya se transmet par le moustique, comme la dengue, et que la lutte passe avant tout par l'élimination des foyers de gîtes larvaires. Nous avons besoin que cette communauté réunie ici devienne un agent multiplicateur des messages de prévention qui ont été lancés ici. Des opérations de fumigation se sont multipliées dans cette province de San Cristobal où l'on recense déjà plus de 700 cas possibles de chikungunya. Les autorités sanitaires affirment contrôler la propagation du virus au reste du pays. On en doute compte tenu des faiblesses sanitaires et surtout de la facilité avec laquelle le chikungunya circule dans la région.
Détecté pour la première fois dans la partie française de Saint-Martin en décembre dernier, le virus s'est propagé en à peine 4 mois aux îles environnantes, Saint-Barth, Anguilla, avant la Guadeloupe et la Martinique. Mais aussi la Dominique, Saint-Kitts, les îles Vierges britanniques, Aruba, Sainte-Lucie et maintenant la République dominicaine. Une douzaine d'îles au total, pour l'instant. Le plus haut bidonville du monde se trouve au Venezuela. C'est un édifice de 45 étages occupé par des squatters depuis quelques années. On l'appelle là-bas la tour de David. À l'origine, cette tour, coiffée d'un héliport, devait être la vitrine de Caracas, mais sa construction a été stoppée par la crise bancaire et la mort soudaine de son concepteur, Gladys Mariva. 45 étages en plein centre de Caracas. Cette tour aurait dû être le plus haut gratte-ciel de la capitale du Venezuela. En 1993, le promoteur est mort, la crise a fait le reste. Laissée à l'abandon, la tour revit depuis 2007. La mairie de Caracas a autorisé des personnes dans le besoin à s'y installer. 3000 personnes y vivent aujourd'hui. Ils ont fui la pauvreté et la violence des bidonvilles, comme Thaïs Ruiz et sa famille, ici depuis 3 ans. Le week-end, des gangs se tiraient dessus et je ne pouvais pas envoyer mes enfants acheter des choses au magasin. Ils avaient vraiment peur. Ici, ils ont une cour pour jouer, ils ont des vélos, ils peuvent faire du sport et ça les rend vraiment heureux. Les habitants ont baptisé leur gratte-ciel la Tour de David, comme la citadelle de la vieille ville de Jérusalem. Ils ont construit tout le système pour l'eau et l'électricité. Un délégué par étage veille au respect du règlement écrit par les résidents, comme dans un mini-gouvernement. Si nous avons commencé à occuper cette tour, c'est parce que nous étions beaucoup de gens qui avions besoin d'un endroit où vivre. Notre seule faute, c'est d'être nés pauvres, sans ressources et sans personne pour nous aider. C'est comme ça que nous avons fini ici. Atteinte à la propriété et symbole de décadence pour beaucoup de Vénézuéliens, la Tour de David représente pour ses habitants la possibilité d'un nouveau départ à Caracas. La Guyane veut améliorer le suivi et l'accompagnement de ses sportifs avec une convention de partenariat signée aujourd'hui entre les ligues de différentes disciplines et le centre médico-sportif. Un plateau de récupération sera notamment mis à la disposition des athlètes de haut niveau. Yvette Bakoul, Abel Parnasse. Autour de cette table, les représentants des 6 ligues concernées, notamment de football, de basket, d'athlétisme, toutes présentes pour entériner ce partenariat avec le centre médico-sportif qui permet l'accès au plateau de récupération aux athlètes de niveau. Une aide médicale concernant l'utilisation d'un kinésithérapeute plus particulièrement ciblée aussi les cyclistes du Tour de Guyane. But, professionnaliser les soins aux sportifs. Afin de pouvoir soutenir et accompagner différentes ligues, nous avons donc budgétisé cet accompagnement et le Conseil général a donc investi pour pouvoir apporter la meilleure efficacité possible dans le soutien de nos meilleurs sportifs afin qu'ils représentent au mieux les couleurs de notre département lorsqu'il s'agit de ces compétitions interrégionales et internationales. Cette convention renforce le dispositif existant, contribue à accompagner les compétiteurs et les athlètes. Lorsque l'on sait qu'une journée kiné revient à 300 € coût INSEP la journée, c'est un appui financier conséquent. Elle est très importante dans le sens où nous avons absolument besoin que nos joueurs soient très performants. Pour rappel, cette année, c'est nous qui organisons le Guy Margois, donc nous devons bien entendu avoir une très belle figure et surtout de très bons résultats. En sachant également que nous avons quand même des difficultés à offrir cet accompagnement au club. Nous ne reparlerons pas encore de notre situation, mais nous tenons à ce que le niveau qu'ils ont soit non seulement gardé, mais surtout élevé. Ajoutons que le coût de cette action, qui vise à préserver le capital santé des sportifs guyanais, s'élève à plus de 20 000 €. Et puis retour sur le sacre de Hugo Fidelin, devenu champion du monde de jet ski. C'était hier en Guadeloupe. La 5e participation du champion martiniquais à la Carugette aura donc été un bonheur pour lui, mais aussi pour ses parents et pour son préparateur sportif. Ils savent mieux que personne les sacrifices qu'il a fallu faire pour en arriver là. Nathalie William, Marc Balsa. Oui Hugo, ça va? Tes esprits sont déjà revenus en place? Tu es toujours dans les nuages ou bien tu n'as toujours pas encore compris ce qui t'arrive? Depuis hier, la maman de Hugo Fidelin n'a pas décroché son sourire. Enfin, l'engagement sans répit de son fils a payé. Il est champion du monde de la Carugette 2014. Cette année, ça a été son année parce qu'il y a eu quand même la Martinique Cup.
après le championnat de la Martinique. La 5e participation de Hugo Fidela à la Carudjette a donc été la bonne. À l'arrivée, le champion a du mal à retenir ses larmes. J'ai pas ralenti, j'ai accéléré le jet tout le temps. J'ai essayé de garder la position, ne pas ralentir. C'était tout ce que j'avais à faire. L'année dernière déjà, Hugo remportait la Martinique Cup et à l'arrivée, c'est aussi l'émotion qui submerge le champion. Émotif, un trait de caractère que son préparateur physique gère de main de maître. On a beaucoup travaillé là-dessus, sur le mental, et par des pensées positives, des savoir conscientiser. Par exemple, la victoire, ça se travaille, savoir s'aimer, savoir se motiver, savoir avoir confiance en soi. Ça, c'est du travail, et il n'a fait que confirmer le travail en ayant la victoire dimanche. Le jet ski, presque un hasard. Un papa qui aime le bateau, une maman qui ne sait quoi faire d'un fils très turbulent. Et voilà Hugo sur l'eau à l'âge de 8 ans. Quand je l'ai amené en Guadeloupe, 2 ans après l'année après le cyclone, quand on m'a demandé son nom, quand j'ai dit Hugo, les gens m'ont dit qu'ils n'aiment pas ce nom-là parce que c'est un enfant qui déménageait insupportable. Donc j'ai dû le canaliser. Il a fait de la voile, il a touché à tout. Et c'est ce qu'il a retenu, ce qui a fait le sport, qui le canalisait, qu'il a choisi, ça a été le jet. Pour Hugo Fidela, il y a eu l'avant 2013 et ses abandons de course à répétition. Il y a maintenant l'après, à 30 ans, avec 2 grands titres, champion de Martinique et champion du monde 2014 de la Carudjette. Sport encore avec une sprinteuse martiniquaise qui promet. Elle se prénomme Stella, elle a 20 ans, elle a été championne d'Europe junior l'an dernier, des bons débuts qu'elle veut maintenant confirmer chez les seniors. Nicolas Bouich et Bruno Gavetta. Une génération connectée, le groupe de Stella Akakpo n'échappe pas à la règle. Le smartphone est comme une extension d'eux-mêmes. Il regorge de photos, peut-être aussi de vidéos comme celle-ci. Août 2013, finale mondiale du 4x100 mètres à Moscou. Stella, jeune tricolore inconnue, réalise une dernière ligne droite mémorable. Ce jour-là, la Martinico-Togolaise n'a alors que 19 ans et elle fait son entrée dans la cour des très grands. On change un peu de statut et il y a beaucoup plus de sollicitations médiatiques et beaucoup plus d'attentes. Donc c'est vrai que c'est tôt à 20 ans, mais quand on est bien entouré, c'est assez gérable. Il faut maintenant transformer l'exploit collectif en réussite individuelle. Son record sur 100 mètres est à 11 secondes 26. Mais de grâce, prévient son entraîneur, nous avons le temps. Fraser, elle est âgée, elle est encore à un top niveau. Usain Bolt, il commence à être âgé, il est encore à son top niveau. Et c'est un sport qui peut être à maturité tardive si on prend le temps de faire bien les choses. Donc il faut qu'on prenne notre temps et on va monter progressivement, mais sûrement. Stella Akakpo travaille donc sans pression. Elle nous a juste confié manquer encore de confiance en elle. Mais cela ne gâche en rien sa joie de vivre l'aventure du sport de haut niveau. Quand je vais à l'entraînement, je me mets pas de chrono dans ma tête, je prends du plaisir, je m'amuse avec mes camarades, je m'entends super bien avec mon entraîneur, donc pour moi c'est prendre du plaisir avant tout. Le plaisir, voilà peut-être le secret de la nouvelle génération. Une génération juste connectée à son plaisir. Plus que 4 jours avant le lancement des Carifta Games organisés cette année en Martinique, 25 pays de la Caraïbe sont attendus pour cette grande compétition d'athlétisme dédiée aux jeunes de moins de 20 ans. Pour nos athlètes, l'heure est au dernier entraînement et malgré le niveau relevé de ce rendez-vous, certains entendent bien ramener des médailles. C'est le cas de 2 d'entre eux, licenciés à l'US Robert, qu'ont rencontré Sanga Fagour et Marc Balsa. Laetitia Caraman, 18 ans, spécialité saut en longueur, saut en hauteur et triple saut. Brian Ledop, 18 ans, spécialité fond et demi-fond. Leur point commun, ils font partie des espoirs de médailles de la Martinique pour ces Carifta Games. Il s'agit pour nous également, c'est vrai, de viser le plus haut sommet. Une ascension vers les sommets qui commence par un entraînement physique soutenu et régulier. Allez, on rebondit au sol, plus haut, plus haut, plus haut, je rebondis. Voilà, là, ça ressemble presque à quelque chose là. Ça a changé ma manière de m'entraîner, ça a changé toutes mes performances.
La performance que j'avais était, comment dire, nulle au départ. Et là, vu que j'ai repris l'entraînement sérieux, donc ça va mieux. Aujourd'hui, seuls 8 cm séparent Laetitia Caraman des qualificatifs des sauts en longueur au championnat du monde junior. De bonnes performances et surtout un mental de gagnant qui les propulse aux meilleures places. Les deux sportifs ont plusieurs titres de champion de Martinique à leur actif. Je sais que quand je perds une course, c'est pour moi, c'est de ma faute. Donc voilà, et puis tandis que bon, pour un sport collectif, on a tendance à vouloir rejeter la faute sur un et donc ne pas vouloir assumer, tandis que là tu es obligé d'assumer ta défaite. Mais au-delà des performances, pour l'un comme pour l'autre, le sport, plus qu'une activité physique, est un échappatoire. Je me réveille, je vais à l'école, je rentre chez moi, je prends mes affaires, mon sac de sport pour retourner à l'entraînement. Et puis c'est toujours le même rituel, et ça sera toujours le même rituel pour moi. Pour certains adultes, c'est tous les jeunes qui traînent dans la rue, c'est tous les jeunes qui fument, de la drogue, qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas un diplôme. Alors que moi, j'ai pris le sport comme une espèce de protection, parce que ça me permet de ne pas rester avec, les jeunes qui fument de la drogue, entre guillemets. Une passion vécue pleinement par les deux jeunes avec le consentement et l'appui de leurs parents. Depuis 10 ans, Valérie ne se lasse pas de voir évoluer sa fille. Je faisais pareil qu'elle, donc c'est un truc qu'on aime. C'est dans la famille, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous partagez avec elle? En fait, je me retrouve parce que j'aimais bien la traiter. Jusqu'à maintenant, j'aime toujours. Et voilà. Je suis fière d'elle. C'est un garçon aimable, doux et il n'y a rien à dire. On sent que vous êtes particulièrement fier de votre fils. Oui, je suis fier. Très, très, très fier. De tous. J'en ai pas qu'un. De tous. Dans quelques jours, les deux athlètes prendront le départ de plusieurs épreuves des Carifta Games, aux côtés des meilleurs espoirs caribéens. Une échéance qui les plonge entre excitation et stress, un stress qu'ils évacuent comme ils peuvent à travers une autre de leurs passions communes. Voilà, et après ce duo, Bollywood maintenant. Bollywood en Martinique avec le festival du film indien, organisé depuis 2 ans au Lorrain. Il y a des projections de films, un spectacle de danse, une expo, des stands et des plats indiens. À cela s'est ajouté cette année le tournage d'un court-métrage sur place. Stéphanie Octavia, Guillaume Fraissinet. Namasté. On va vous mettre le concombre, vous souhaitez la bienvenue. Bienvenue au festival du film indien de l'association Atma Jyoti. 2 journées de projection en plein air dans un jardin magnifique au Lorrain, avec sur place des stands variés de la nourriture indienne, des ateliers autour du sari ou du maquillage, mais surtout le tournage d'un vrai film en plein milieu du festival. Alors attention, action. Et nous voilà d'un seul coup à Lorrainwood, version martiniquaise de la célèbre Bollywood. Le synopsis de ce court-métrage, le choc des cultures sur fond d'histoire d'amour entre 2 jeunes Martiniquais. La jeune femme est d'origine indienne et son petit ami non. Tu sais déjà ce que j'en pense, j'ai pas envie de mettre ça, sérieux. Non, redépose. On va couper, on va faire le raccord. Donc quand tu déposes, là tu vas dire, ah voici mon père, voici mes parents. D'accord? Les parents, justement, ont du mal à accepter ce jeune homme moderne et ses chaussures de sport étranges. Dans le contexte de la rencontre des parents avec, on s'en revoit un peu, Après, il y a quand même un peu moins de pression, quand même. Moi, je pense que oui, par la suite, je serai obligée de passer par là. Mais je pense que ce sera moins stressant. Mais on va insister sur la rencontre, les regards, et surtout votre regard à un moment qui va le caser de haut en bas. Parce qu'il a une chaussure rouge et une chaussure noire. Pour avoir discuté avec les membres de l'association, avec Tessa, je pense que cette culture indienne martiniquaise fait partie de la culture martiniquaise et donc c'est qu'un aspect de notre culture en fait et voilà, c'est ce qu'on a voulu montrer quoi. Et justement, c'est l'association Atma Jyoti, organisatrice de ce 2e festival du film indien, qui a souhaité créer l'événement dans l'événement avec le tournage de ce court-métrage. L'objectif de la manifestation, c'est de mettre en lumière un beau pan, on va dire, de la culture indienne, puisque nous savons tous que le cinéma, Bollywood notamment, est très important pour les Indiens chez eux. C'est une façon de mettre l'accent sur des faits de société. Enfin, je crois que c'est l'un de leurs plus beaux moyens d'expression.
Le court-métrage, tourné avec des comédiens, des amateurs et le public, fera moins de 6 minutes. Il sera diffusé bientôt au CMAC, peut-être aussi au prochain prix de cours, et sans aucun doute l'an prochain pour l'édition 2015 du Festival du film indien. C'est la fin de ce journal local et régional. Je vous en rappelle le titre principal, les vacances de Pâques, des vacances au pays pour la plupart d'entre vous, parce que c'est moins cher et parce que c'est aussi bien. Alors on se gave de plage le plus souvent dans le sud de l'île, soleil et bain de mer en attendant de recommencer peut-être le lendemain. On se retrouve dans un court instant pour l'édition nationale et internationale. À tout de suite.